d'État à l'asile et à la migration, le CDNV Sami Mehdi. Avec lui, nous débattrons de la politique migratoire de la Belgique. Environ 450 sans-papiers font une grève de la faim depuis 47 jours. Faut-il un drame pour qu'ils soient régularisés? Sami Mehdi ne veut pas d'une régularisation massive. Bienvenue dans Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Maxime Binet. Bonjour Sami Mehdi. Bonjour. La situation de ces 450 sans-papiers en grève de la faim depuis 47 jours, cette situation devient-elle ingérable pour vous? Mais c'est une situation qu'on doit gérer chaque jour et qu'il faut essayer de trouver une solution quand même définitive à un problème que dès le premier jour, il y a eu l'occupation de l'Église et ensuite de la VUB de l'ULB. J'ai précisé quelle était la ligne du gouvernement, la ligne politique. Pas de régularisation massive. Et donc voilà qu'il n'y aurait pas de régularisation collective comme ça a été le cas en 2009 et en 2000. Quand à 2 reprises on a dit voilà, on va donner une réponse définitive au problème du fait qu'il y a beaucoup de gens en Belgique qui vivent ici non réguliers. Mais on va en parler. Mais que faut-il pour que les choses avancent concernant cette situation? Du calme, j'imagine. Des blessés après 47 jours de grève de la faim. Ces sans-papiers risquent des lésions irréversibles sur leur corps. Certains sont prêts à aller jusqu'à la mort. Faut-il un mort pour que les choses commencent à bouger pour eux? Sami Mehdi. Moi, je pense que ce qu'il faut pour vraiment faire avancer les choses, c'est que tout le monde communique exactement le même message. Et le message, il est clair. C'est-à-dire? Le message du gouvernement a toujours été clair. Je l'ai communiqué. Le premier, Alexandre De Croo, l'a communiqué aussi. On a bien précisé qu'il n'y aurait pas de régularisation collective. Et donc, à un moment donné, il faut faire en sorte que... Vous n'avez pas changé de ligne? Que dans cette communication-là, tout le monde suit la même communication. Parce qu'à un moment donné, c'est logique que quand on est dans une grève de faim et qu'on espère que le gouvernement change la politique qu'elle a décidé de faire au moment qu'elle entame sa législature. Et quand on a l'impression qu'il y a peut-être une toute petite chance que le gouvernement va quand même basculer dans un sens ou dans un autre, on continue à faire sa grève de la faim. Et vous n'avez pas changé de politique alors, concernant ces 450 sans-papiers? Vous ne leur donnez pas de faux espoirs? Voilà, tout à fait. Et donc c'est ça pour moi le plus important. Ça ne sert à rien de donner un faux espoir aux gens. Par contre, ce qu'il faut faire... est là, puisque il n'est plus question de régularisation massive pour eux. Ils veulent des critères de régularisation clairs et fixes de régularisation. Donc aujourd'hui, ces régularisations se font au cas par cas. Le seul critère fixe, c'est peut-être l'exception d'une situation exceptionnelle. Le Covid est-elle une situation exceptionnelle selon vous? C'est peut-être la dernière chance pour eux. Non, mais quand on regarde, quand quelqu'un introduit une demande de régularisation, on regarde toujours le contexte de la personne, dans la phase dans laquelle elle se situe. Donc, on tient compte de tous les éléments, mais à chaque fois au cas par cas. Et il est important d'expliquer pourquoi, parce que j'ai vu parfois, même dans les médias, des phrases comme les demandeurs d'asile méritent une régularisation. Ce sont pas des demandeurs d'asile. Donc, il y a des procédures de migration qui sont suivies. Quelqu'un qui introduit une demande d'asile parce qu'il ou elle fuit un régime dangereux dans un pays, il y a des critères extrêmement corrects et précis. On les suit et si on a réellement besoin d'une protection internationale, on la reçoit. Quelqu'un qui vient travailler en Belgique, il y a des critères très fixes pour la migration légale, pour le regroupement familial, il y a des critères extrêmement fixes pour ça. Mais justement, parce qu'à côté des critères, on a toujours des êtres humains avec qui on doit essayer de voir qu'au-delà des critères, parfois il y a des cas particuliers, on a besoin de la régularisation comme une exception pour parfois pouvoir voir au-delà des critères. Oui, mais ces sans-papiers vivent parfois depuis 4-5 ans, voire davantage. Ils ont une famille, ils ont fondé une famille en Belgique. Difficile pour eux de retourner dans leur pays. Vous savez, ma politique à moi, c'est pas la plus évidente. Non seulement des sans-papiers. Tous les jours, il y a une personne en Belgique qui reçoit un ordre de quitter le territoire. Chaque année, il y a 23 500 personnes en Belgique, chaque année, qui reçoivent un ordre de quitter le territoire. Et donc, chaque jour, on doit donner des mauvaises nouvelles à des gens qui auraient espéré pouvoir rester en Belgique et qui n'ont pas le droit. Parce qu'à un moment donné, on doit aider les gens qui ont un réel besoin d'aide et un réel besoin de protection. Et ça veut dire que pour d'autres personnes, ça sera malheureusement pas le cas s'il n'y a pas ce réel besoin d'avoir une protection internationale. Alors que proposez-vous à ces sans-papiers, à ces 450 sans-papiers en grève de la faim aujourd'hui? Est-ce que vous allez les rencontrer prochainement? Oh, mais je les ai rencontrés à plusieurs reprises. C'est quand même quelque part aussi un changement par rapport à la politique qui existait auparavant. J'ai rencontré les sans-papiers à plusieurs reprises. J'ai continué à dialoguer là où auparavant on discutait pas du tout avec eux. On regardait même pas les sans-papiers. Et donc j'ai fait le travail important que je dois faire en tant que secrétaire d'État, c'est de dialoguer et d'écouter aussi certaines frustrations qui sont correctes
le fait qu'on attend pendant 1 an, 2 ans avant d'avoir une réponse à sa demande de régularisation. Que proposez-vous à ces sans-papiers? Je leur ai dit que pour le fait que ça traîne tellement longtemps, on investit énormément de nos services. Il y avait 18 personnes au sein de la cellule régularisation au sein de mon service. Oui. On est passé à 21. Ça, c'est une première petite étape parce que là, il y a vraiment l'effectif qui va augmenter. Et quand je parle de l'effectif, je parle de tout l'effectif d'asile et migration qui va augmenter de 25%. 700 personnes en plus qui vont venir travailler au sein de nos services pour faire en sorte que toutes les procédures soient accélérées. Mais eux demandent des critères fixes et clairs concernant les régularisations. C'est pas le cas aujourd'hui. Ah ben non, mais les critères fixes, je vous dis, si on installe des critères, à ce moment-là, la régularisation ne devient plus une exception ou une faveur, ça devient un droit. Et donc on est dans une impasse concernant cette situation? Et pour sortir de l'impasse, ce que j'ai fait ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est de communiquer, de dialoguer, essayer d'expliquer aussi, et puis d'espérer quelque part aussi que tout le monde garde la même communication, ne donne pas un faux espoir, parce que c'est là le réel danger. Vous espérez, j'imagine, une solution positive à cette situation qui dégénère? Bien sûr que j'espère une situation... Vous y croyez? Je dois y croire et je dois y travailler. C'est mon devoir d'y travailler. C'est mon devoir de faire en sorte que on trouve une solution positive. Mais je ne suis pas seul à y travailler. On doit y travailler tous ensemble. Et donc j'ai besoin que les gens, à un moment donné, comprennent aussi qu'une politique se développe et veut dire que on travaille pas dans une politique où il y a les portes ouvertes et qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de règles à suivre. C'est le cas en Belgique, mais c'est le cas dans tous les autres pays du monde. Et donc il y a ces règles à suivre. Si on ne le fait pas, ça sert à rien de faire des interviews avec quelqu'un qui vient du Soudan et qui peut-être a une nécessité de protection internationale et qu'on doit l'interviewer pour voir si c'est le cas ou pas. Alors on n'a plus de règles et puis on travaille d'une autre manière, mais c'est pas ça la politique migratoire. Elle doit être contrôlée et c'est ce qu'on essaye de faire de la meilleure des manières. On passe au carton d'invité. Le carton du jour. Samy Mehdi, c'est votre moment à vous. L'originalité de cette séquence, de cette interview, vous avez droit à une bonne et mauvaise note. Un carton rouge, un carton vert. À qui vous adressez ce matin votre carton rouge? On commence par votre carton rouge. Le carton rouge, il est compliqué à donner parce que j'aime pas donner des cartons rouges. Je préfère donner des cartons jaunes, mais c'est peut-être parce que je suis chrétien-démocrate. D'accord. Mais là, vous êtes obligé. C'est l'originalité de cette séquence, c'est le principe. Allez-y. Mais si je dois donner un carton rouge, je le donnerais à Martinez. L'entraîneur des Diables Rouges. Qui n'a pas fait un très bon Euro. Non, surtout quand j'ai vu les Danois et la manière dont ça a fonctionné pour eux, le fait de pouvoir vraiment dynamiser l'équipe et oser aller de l'avant, c'est pas ce qu'on a fait en Belgique. Les Danois qui ont perdu contre l'Angleterre, malheureusement. En quelques mots, votre carton vert, votre bonne note, il nous manque du temps là. Le carton vert, il irait à toutes les gens qui continuent à bien respecter les règles de Covid et essayer de profiter de la vie quand même en même temps. C'est pas évident pour beaucoup de citoyens et pourtant ils le font d'une très très belle façon. La plupart d'entre eux. Je sais que pour les jeunes c'est pas toujours évident non plus et que voilà, on voit une nouvelle augmentation du Covid. On sait que les jeunes, certains d'entre eux sont pas encore vaccinés, c'est pas évident. Mais bon voilà. Quand même un petit mot de courage. Voilà, un mot de courage pour terminer déjà cette première partie d'interview. Merci Samy Mehdi, secrétaire d'État à l'Asie et à la migration. On retiendra de votre interview bien que vous n'avez pas changé votre ligne concernant la politique migratoire malgré cette grève de la faim depuis 47 jours des sans-papiers à Bruxelles. Merci aux auditeurs de DH Radio de nous écouter ce matin. Il faut qu'on parle. Maxime Binet. Mais nous sommes toujours en direct sur les sites d'infos et sur les réseaux sociaux. Nous sommes toujours avec notre invité, Samy Mehdi, le secrétaire d'État à l'asile et la migration. J'aimerais revenir sur, toujours ce sujet de discussion que nous avons concernant ces sans-papiers, ces 450 sans-papiers à Bruxelles qui sont en grève de la faim. Hier, Olivier de Scutter, l'initiative d'Olivier de Scutter qui est rapporteur pour l'ONU et le tapage médiatique que ça a entraîné, cette initiative, puisqu'il a été voir ces sans-papiers, a rendu visite à ces sans-papiers pour se rendre compte de la situation sanitaire aussi de ces sans-papiers. Eh bien, cette initiative a déplu à pas mal de membres du gouvernement fédéral. Est-ce que ça vous a déplu, cette initiative ? Le fait que quelqu'un prend le temps d'aller voir des sans-papiers et de voir la situation personnelle ne me déploie pas. Je veux dire, en soi, c'est une démarche qui peut être positive. C'est vrai que j'étais étonné, j'étais pas au courant pendant que j'essaye de voir la plupart des personnes au niveau international aussi. J'ai eu des discussions avec le UNHCR, avec les Nations Unies, au niveau européen aussi. Et donc j'ai invité Monsieur de Scutter aussi. Enfin, il m'a demandé s'il pouvait passer. Je lui ai dit viens au cabinet le plus vite possible
D'accord. pour expliquer aussi la politique qu'on essaye de développer au sein du gouvernement, où il y a quand même un réel changement, où on essaye vraiment de trouver des solutions beaucoup plus structurelles aux problématiques de migration. Donc voilà. Après c'est une démarche qui a été faite. Vous la regrettez parce qu'il y a eu un tapage médiatique aussi. Peut-être que ça n'aide pas à la solution. Mais c'est vrai que mon inquiétude à moi, c'est à un moment donné quand il y a des sans-papiers qui sont en grève de faim, à chaque fois le fait qu'il y a une goutte de fausse espérance qui vient jusque chez eux, ça amène peut-être pas à la situation ou à la solution définitive du problème. Et c'est ça que j'ai essayé de dire là tantôt. C'est pas toujours évident la situation actuelle. J'ai dialogué à plusieurs reprises avec les sans-papiers pour essayer de faire comprendre la politique qu'on développe et que aussi la régularisation individuelle est très souvent aussi accordée. Pour vous donner une idée, en 2007. 2017, pardon, 18, 19 et 20. Donc ces 4 dernières années, on était à un taux de régularisation individuelle de 40 à 50%. Oui. Et donc c'est pas comme si on le fait jamais. Au contraire, très souvent, les gens qui introduisent une demande, mais sur base de raisons humanitaires, bien évidemment, donc ce sont des cas particuliers qui introduisent leur demande aussi. Mais pour ces gens-là, dans la plupart du temps, ils ont une réponse positive. Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a tout de même ce chiffre qui apparaît, même si c'est un chiffre assez large, entre 100 000 et 150 000. C'est le nombre de sans-papiers qui travaillent chez nous de manière illégale. Donc voilà, si on régularise 40 à 50%, ça reste quand même de nombreux sans-papiers qui restent en dehors du système. Ah oui, et je dirais pas que la moitié d'entre eux sera régularisée non plus. Je veux dire, la moitié d'entre eux qui aujourd'hui introduisent leurs demandes, donc souvent ce sont déjà des gens qui ont un cas particulier, voient leur réponse positive. Mais c'est un problème qui est énorme, où il y a un problème d'exploitation économique aussi, qu'on ne doit pas oublier. Comment se fait-il que quelqu'un qui, à un moment donné, reçoit un ordre de quitter le territoire parce qu'il ou elle n'a pas suivi les règles ou n'a pas le droit à la protection internationale, peut vivre en Belgique pendant 4, 5, 6, 7 ans. C'est quand même et fonder une famille, parfois. Et fonder une famille. C'est quand même la preuve qu'il y a une exploitation économique de ces gens aussi. J'ai vu des documentations encore récemment où les sans-papiers eux-mêmes disaient on travaille pour 4, 5 euros de l'heure. Oui. Et donc, il y a des gens qui utilisent la vulnérabilité de ces personnes-là pour pouvoir en profiter. Et donc, il y a un combat à mener aussi contre l'exploitation économique, un combat à mener aussi contre les propriétaires de maisons et de garages insalubres où on installe ces gens-là, on les fait payer un loyer pour vivre là-bas. Et donc tout ça, la régularisation aussi massive, ça permettrait aussi de lutter contre cette criminalité. Non, c'est ce qu'on a essayé de faire en 2000 et 2009. Et ça n'a pas marché, ça, ces régularisations? Vous le dites vous-même. On est aujourd'hui à 100 à 150 000 personnes sans papier, c'est une estimation. Donc environ une régulation massive tous les 10 ans. Donc voilà, mais donc si en 2000 ou en 2009 c'était une réponse structurelle au problème, aujourd'hui j'étais pas confronté à ce problème. On aurait la solution déjà qui aurait déjà eu lieu en 2009. C'est pas le cas, et donc il faut essayer de trouver une réponse structurelle. Mais la réponse structurelle veut dire que ceux qui ont le droit à rester en Belgique, il faut les intégrer, il faut essayer de faire en sorte que ces gens puissent travailler, puissent faire partie de la société, mais aussi, et c'est un message pas toujours évident à faire passer, mais c'est mon boulot aussi en tant que secrétaire d'État, c'est que pour des gens qui n'ont pas le droit de rester ici, oui, il faut faciliter la politique de retour. Et pour moi, là-dedans, c'est pas juste une politique de retour, c'est une politique de réintégration. Il faut aider les gens aussi à pouvoir être réintégrés dans leur C'est possible, après 4, 5, 6 ans, passer en Belgique, de retourner dans leur pays? Bien évidemment, il y a pour beaucoup de gens, quand on a quitté le pays, on a quitté le pays, on a laissé tout derrière soi. Et dans la réintégration qu'on veut faire, on veut essayer d'aider la personne d'aller à la recherche d'un emploi, de pouvoir faciliter aussi l'emploi, de faire en sorte que on travaille ensemble avec des organisations internationales telles l'Office international de la migration et Caritas, qui sont partout dans le monde et qui peuvent très très bien faciliter aussi la réintégration dans le pays d'origine. Sabine Mendy, d'un point de vue politique, on a l'impression que la question des sans-papiers et de cette grève de la fin de 450 sans-papiers à Bruxelles sur 3 sites, je rappelle, à l'ULB, à la VUB et à l'église du Béguinage, crispe les partenaires francophones et flamands. Est-ce qu'il y a une manière différente de penser à la migration entre le nord et le sud du pays? Ça, je peux pas vous dire. Moi, quand je vois des enquêtes et des sondages au sein des citoyens
qui sont à francophone, néerlandophone, wallon ou flamand, je vois qu'il n'y a pas une grosse différence. Parfois dans la communication et dans le débat et dans la manière dont on forme le débat, c'est vrai qu'il y a une différence. Mais en soi, entre flamand et francophone, il n'y a pas de grande différence. Tout le monde veut que il y a des bonnes règles de migration. Tout le monde veut que chaque personne qui a le droit à la protection internationale et qui fuit un pays dangereux ou une prosécution personnelle, qu'elle ait le droit à la protection ici en Belgique et qu'on l'aide et qu'on l'accueille. Et en même temps que pour les personnes pour qui c'est pas la règle, qu'il y a d'autres solutions. D'accord, Samy Mehdi, on a l'impression qu'il y a quand même des lignes de crispation sur ce dossier au sein des partenaires de la VLD. Vous êtes 7, hein, je rappelle, c'est quand même pas mal de partis pour former une coalition au niveau fédéral. Il y a très peu de points qui concernent une régularisation possible dans l'accord de gouvernement et même aussi concernant les enjeux migratoires. Alors, est-ce que finalement ça risque d'aboutir à une crise politique, cette grève de la faim des sans-papiers? On voit qu'Écolo et le PS ont déjà demandé, vous avez déjà demandé de trouver rapidement une solution. Ah oui, mais c'est pas seulement Écolo et PS qui demandent de trouver rapidement une solution. C'est le CDNV aussi, c'est OpenVLD aussi, c'est les maires aussi. Tout le monde veut trouver une solution rapide à la problématique. Une crise, tout dépend de ce que veulent faire les politiciens eux-mêmes. On peut faire une crise économique, une crise fiscale, une crise sécuritaire, une crise énergétique sur chaque dossier. Alors tout dépend de la manière dont on veut travailler ensemble, collaborer et respecter l'accord gouvernemental aussi. Et là-dedans, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un problème en ce moment. Au contraire, le Premier ministre a été assez clair dans sa communication. Et c'est vrai qu'il y a des partis politiques qui, dans leur programme électoral, ont une vision différente de la migration et qui proposent une régularisation sur base des critères ou collectifs. Mais à un moment donné, on se met d'accord sur un accord gouvernemental et on le suit. Dans cet accord-là, il y a des éléments aussi qui ne plaisent pas tout le temps non plus au CDNV, mais on est dans une démarche, dans une démocratie où on travaille à plusieurs partis et donc il faut comprendre qu'il faut être pragmatique parfois. Notre politique migratoire n'est pas la plus claire, hein. Vous essayez de mettre en place, c'est l'un de vos objectifs majeurs, un code des migrations. Ce code des migrations, on en parle depuis 2005. En quoi est-il vraiment nécessaire? Est-ce que vous allez aboutir, Samy Mehdi? Aboutir, avant d'aboutir, il faudrait commencer. Moi, quand j'ai entendu qu'on y travaille depuis 2005, je me suis dit, quand j'ai prêté serment, je vais au bricot, je me prends un ciseau, et puis je vais couper la corde, et puis on y est. Hein. C'est pas le cas. On n'a rien fait. Rien du tout au niveau politique. Depuis 2005. Non, rien du tout. Avec vos prédécesseurs, Théo Frankel, Maggie Debloc. Non, rien du tout. Les administrations eux-mêmes ont fait certaines préparations eux-mêmes, mais le monde politique n'a rien fait. Et donc, on a commencé directement. J'ai installé une commission d'académiciens qui font le travail en ce moment, qui se voient chaque semaine, qui travaillent à ce code migratoire. Et pourquoi il est important de le faire? Mais justement, on parle souvent du fait que ça traîne certaines procédures. Mais ça traîne pourquoi? Parce que la législation en soi n'est pas claire. Les règles ne sont pas claires. Parfois même, il y a des éléments, des articles dans la loi qui font référence à un autre article dans la loi qui n'existe même plus. Et donc, ça devient compliqué pour un magistrat et pour un avocat de pouvoir bien voir comment les dossiers sont traités quand la loi n'est pas claire en soi. Et donc, on doit vraiment y travailler. C'est vraiment important pour pouvoir donner des réponses rapides aux gens. C'est ça aussi l'un de vos enjeux, c'est d'accélérer la vitesse des réponses. 50 millions viennent d'être dégagés par le fédéral. L'objectif est quoi? D'améliorer de 25% la vitesse de ces demandes auprès des différentes agences qui sont attachées à cette politique migratoire? Oui, au-delà des 25%, hein, on est aujourd'hui quelqu'un qui introduit une demande d'asile, attend en moyenne 1 an avant d'avoir une réponse. L'ambition, c'est de passer à 6 mois. D'accord. Et donc c'est une ambition, 50%. Une ambition qui est énorme, sachant aussi que quand même il y a une augmentation à nouveau de demandeurs d'asile. Donc c'est pas évident, mais on doit y travailler de toutes les manières. Et comment? En renforçant l'effectif. Donc quelque part, je fais un appel ici aussi à toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui veulent un nouvel emploi. Il y a 700 postes vacants pour travailler à la politique migratoire. Et donc voilà, c'est vraiment un travail important à faire. On a ces dernières années, ces dernières décennies même, pas investi dans l'administration de l'asile et de la migration. C'est la première fois qu'on le fait. Et donc, cette année, il y a 50 millions qui sont dégagés. On finit
en 2024 avec 100 millions, mais de manière structurelle, qui sont dégagés. Donc chaque année alors. Oui, chaque année, pour renforcer la politique migratoire et pour faire en sorte que les procédures soient plus rapides et plus qualitatives aussi, c'est vraiment important et c'est ce qu'on fait. On vient de passer 20 minutes de parler de la politique migratoire de la Belgique, de cette situation de ces sans-papiers, 450 sans-papiers à Bruxelles qui demandent à être régularisés. On voit bien que on n'a pas encore terminé de parler de ces sans-papiers, bien sûr, mais j'aimerais vous faire intervenir sur un autre thème d'actualité, notamment concernant ce qui s'est passé hier à la Chambre, le recadrage du Premier ministre Alexander De Croo par rapport à la commissaire du gouvernement, l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes. Ihsan Awash est-elle toujours la bonne personne, ou alors était-ce une erreur de casting selon vous? Mais recadrage, je parlerai surtout de précision et de repréciser exactement de quoi il s'agit. Et ça a été précisé. Il a dit une fois et pas deux. Alexander De Croo. Oui, et c'était important de préciser aussi la manière dont on doit communiquer en tant que commissaire du gouvernement. C'est important aussi de préciser cela. Et en même temps aussi de préciser exactement quelles sont les valeurs de certains propos. Et là-dedans, Madame Awash elle-même a aussi dû repréciser, et elle l'a fait aussi, exactement quels sont ces mots. Pour moi, il y a deux messages importants là-dedans. Hein. Le premier, c'est qu'il faut faire la distinction entre les paroles et la personne aussi portant un voile. Le fait qu'on porte un voile n'est pas un problème dans la société et ne devrait pas l'être. Pour le commissaire du gouvernement. Sa confession, on la met pas, on la porte tout le temps, avec ou sans voile. Et donc, il faut essayer de faire la distinction des choses. Et toute personne doit pouvoir vivre sa confession et doit pouvoir aussi... Même dans l'administration même dans l'administration. Devant un public. Le seul problème, c'est quand il y a un rôle de pouvoir comme la police ou un juge. Là, on passe à autre chose. Mais pour le reste, le fait de porter un voile, pour moi, ça pose aucun problème. Après, il y a la parole qui est importante aussi. Quand, à un moment donné, on se pose la question si on met en question la séparation Église-État, là, ça devient dangereux. Ouais. Et donc, ça a été important de préciser que c'était pas le cas. Parce que si c'était le cas, ça aurait été vraiment problématique. Je rappelle le contexte, c'est une phrase prononcée par Ihsan Awash le week-end dernier dans la presse francophone, disant « Ceci, la discussion n'est pas est-ce qu'on remet en cause la séparation de l'Église et de l'État ?» Elle parlait évidemment des signes convictionnels et aussi du port du voile, précisément. C'est comment la décline-t-on avec un changement démographique? Comment vous avez réagi quand vous avez lu cette phrase dans la presse francophone? Mais personnellement, c'est vrai que j'étais pas content en lisant la phrase. Ouais. Et donc, on a demandé aussi à avoir plus d'explications par rapport à cela, parce que c'était important de savoir quel était le poids des mots et de la phrase utilisée, quelle était l'interprétation qu'il fallait donner à cette phrase-là. Et donc, de là, pour moi, l'importance de la précision qui a été faite par Madame Awash, qui était importante et suffisant pour moi aussi. Elle a précisé que dans aucun cas, on remet en question la séparation Église-État. Et pour moi, c'est important parce que c'est un des c'est fondamental au niveau de l'organisation de l'État. Et donc, tant que ça a été fait, ça c'est le plus important pour moi. Et à côté de cela, on doit arrêter de faire la discussion du voile parce que moi, le port de quelconque signe convictionnel, c'est un débat qu'on ne devrait pas avoir. Ça me pose aucun problème. Ce qu'on porte ou ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait qui est important et ce qu'on dit qui est important, pas ce qu'on porte. Donc l'incident est clos alors concernant Ihsan Awash. Dernière question de cet entretien, Samy Mehdi, toujours en lien avec les signes convictionnels, le port du voile précisément. On a l'impression que cette saga du port du voile et des signes convictionnels a fait plus de remous côté francophone que côté flamand. Pourquoi selon vous ? Je pense quand même qu'il y a une culture qui est différente en Flandre et en Wallonie par rapport à plusieurs débats politiques où du côté flamand, on est souvent beaucoup plus pragmatique dans la chose. Plus anglo-saxon peut-être aussi. Peut-être plus anglo-saxon, quoique il y a aussi beaucoup de gens en Flandre qui sont d'avis que le voile, on ne doit pas porter le voile au sein de l'administration, par exemple. Mais on est plus pragmatique. C'est la même chose pour la régularisation, par exemple. On parle plus latin côté francophone. On parle pas dans Flandre des grands principes. On se dit mais comment est-ce qu'on peut régler la chose, hein, la régularisation individuelle pour qui pas, et puis on voit comment on règle les choses pour chaque cas individuel. C'est un peu la même chose pour le port du voile. On se dit oui, pour quelqu'un qui travaille en tant que juge ou en tant que policier, c'est pas évident, on va pas faire ça. Pour un autre en soi,
on peut régler les choses autrement, pendant que du côté francophone, il y a les grands principes et on parle on parle de la laïcité, la neutralité. Ouais. Et puis quand on parle de laïcité et neutralité, parfois ça nous empêche aussi d'avoir un débat concrètement, de manière pragmatique, de comment on organise la société aussi chaque jour au quotidien. Et donc je pense que c'est ça la grosse différence. C'est là aussi dans le débat et de la communication, pendant qu'en soi le flamand et le wallon ne sont pas beaucoup plus différents que cela. Donc voilà, merci en tout cas pour cette précision concernant la différence de style, peut-être aussi entre poéticiens du Nord et du Sud. Merci Samy Mehdi d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était Il faut qu'on parle. Merci de nous suivre.